Bonjour à tous. Élise et moi, on va vous faire une présentation globale, on va dire, des centres de soins pour la faune sauvage, leur mission, les enjeux qu'ils rencontrent aujourd'hui. On va se baser bien sûr sur le centre de soins qu'on connaît le plus, c'est-à-dire le nôtre à la station LPO de l'Île-Grande. C'est un petit centre de soins. On verra tout à l'heure dans la présentation qu'en fait, ils sont tous différents, ils accueillent des espèces différentes, ils sont de tailles différentes, ils ne sont pas tous les mêmes structures. Enfin, voilà, il y a à la fois une grande variété, mais aussi des problématiques qui se rejoignent régulièrement, que ce soit à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Aujourd'hui, tous dans nos centres de soins, on rencontre à peu près les mêmes problèmes. Donc, je vais démarrer par vous présenter la LPO, puisque donc nous appartenons à la LPO. Notre centre de soins est un des 7 centres LPO en France. Donc, la LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, même si aujourd'hui on évite de décliner le sigle, puisqu'on ne s'occupe plus que des oiseaux. Nous sommes la première association de protection de la nature en France. La LPO a été fondée en 1912. Elle est née à Paris, mais son premier grand combat, ça a été ici, dans le Trégor, sur la côte de Granit Rose. Le massacre des macareux, en fait, a fait réagir des ornithologues passionnés et la LPO qui venait de naître s'est emparée de ce sujet pour arrêter, mettre fin au massacre, puisque c'était des centaines, des milliers de macareux qui étaient abattus avec le développement des chemins de fer de l'Ouest. Les gens venaient en fait abattre ces oiseaux comme au Valtrap, en fait, en laissant les cadavres sur les îles, donc sur les 7 îles en l'occurrence, sur cet archipel qui a été ensuite protégé grâce à la LPO et classé officiellement en réserve d'État en 1976. Les 3 grandes missions de la LPO, donc c'est la protection des espèces, on vient d'en parler, c'est également la préservation des espaces, puisque l'association est gestionnaire de nombreuses réserves naturelles, et puis la sensibilisation et l'éducation des publics, c'est une grosse part de nos missions également. Alors, ça peut se faire avec de l'animation en direct, des sorties nature auprès du grand public, des écoles, de toutes sortes de publics différents. Et puis aussi toute une partie sensibilisation des découvreurs, pour recouper un peu notre sujet là, sur les centres de soins, puisqu'on fait énormément de ce qu'on appelle médiation faune sauvage, c'est-à-dire en fait de conseils téléphoniques, mails, etc., auprès des gens qui nous appellent pour les sensibiliser et améliorer la cohabitation en fait, de l'homme et de la faune sauvage. Alors, quelques chiffres. La LPO, ce sont les chiffres de 2020. C'est aujourd'hui 57 000 adhérents. Donc, comme je le disais, premier assaut en France. C'est 550 salariés, dont 240 pour la LPO France seule, puisqu'ensuite, on a toute des subdivisions, en fait, avec des groupes régionaux et des délégations territoriales. 8 000 bénévoles actifs, donc vraiment une force de frappe et une main-d'œuvre indispensable aujourd'hui à nos activités, puisqu'on a trop peu de salariés, j'allais dire très peu, mais trop peu de salariés pour faire tourner les centres de soins, pour remplir toutes ces missions qui sont les nôtres. Et vraiment, le bénévolat est quelque chose aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer heureusement pour fonctionner. Sans ces gens-là, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait à l'heure actuelle. Maintenant qu'on a parlé de la LPO, on va parler plus précisément de la station LPO. Donc, le lieu, la structure à laquelle nous appartenons, Élise et moi. Donc, elle se situe à l'Île-Grande, à Pleumeur-Baudou, dans les Côtes d'Armor, donc en Bretagne Nord. Une photo ici, on est implanté sur un espace naturel sensible avec des mares temporaires. Là, c'était en eau au moment de la photo, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc, c'est un bâtiment qui a été inauguré en 1984 et qui héberge en fait différents services, on va dire, et différents lieux. Donc, un centre de soins à la faune sauvage, c'est notre sujet du jour, avec une spécialisation dans les oiseaux mazoutés. En fait, il a été créé après les marées noires successives qu'on a pu subir au large des côtes bretonnes. Donc, Torrey Canyon en 67, la Mococadis en 78 et puis le Tagno en 80. On est également la maison nature de la réserve naturelle nationale des 7 îles. Donc, on a un musée qui présente toute une scénographie une muséographie autour de l'écosystème et de la faune et de la flore de l'archipel, de la réserve, qui donc, lui, se situe à Perros-Guirec. On est à 15 km. On a une boutique nature LPO avec des articles naturalistes, beaucoup de livres, des nichoirs, etc. Et puis, on est également ici dans les bureaux de l'équipe de cette île, donc toute l'équipe de la station LPO, et puis également le conservateur et les gardes techniciens de la réserve, donc pour un total de 8 salariés, renforcés par des services civiques, des bénévoles, des éco-volontaires. Voilà, on va en parler plus tard.
maintenant qu'on a parlé de la station LPO, avant de parler plus précisément du centre de soins de la station LPO, de la station de l'Île Grande, on va parler des centres de soins de la LPO en général. Donc il y en a 7, ils sont localisés ici sur la carte. On est présent un peu partout en France. Et on a également 2 UMS qui sont basés à La Rochelle. Ces UMS, ce sont des unités mobiles de soins. Vous avez la photo en bas à droite. En gros, ce sont des centres de soins sur roues mobiles qu'on peut déployer en cas de marée noire, en cas de travaux, de rénovation dans un centre de soins. C'est ce qui nous est arrivé l'hiver dernier à l'Île Grande. On a continué à accueillir une partie de la faune en détresse pendant qu'on rénovait les laboratoires de soins en bas grâce à l'UMS qui était stationné sur le parking visiteur à Castel-Érec. Alors, pour parler aussi des réseaux de centres de soins un petit peu à l'échelle donc de la France, on peut distinguer 3 grands réseaux. Celui dont je viens de parler, donc, qui est les centres LPO, donc 7 plus les 2 UMS. Ensuite, on a un réseau qui est en train de se constituer, enfin qui vient de se constituer récemment, mais qui est encore en développement, en plein développement même. Il est donc très jeune encore, c'est le réseau Centre de soins faune sauvage. Il réunit aujourd'hui 17 centres, mais on a régulièrement des postulants et on est en train de grandir. On fait partie des membres fondateurs et voilà, c'est vraiment un réseau qui a la volonté de redynamiser à l'échelle du territoire le soin à la faune sauvage en détresse, de nous faire bénéficier d'une meilleure représentativité dans les instances, d'une meilleure communication, d'une meilleure synergie, d'une professionnalisation des pratiques, etc. Et puis après, il y a le réseau, on va dire, plus historique que beaucoup de gens connaissent, qui est l'UFCS, l'Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage, qui lui réunit 29 centres. Alors, les missions des centres de sauvegarde aussi en général, avant de vous parler un peu plus en détail de l'île Grande, on est vraiment sur 5 grandes missions. Alors, il y a forcément le soin et la réhabilitation de la faune sauvage en détresse, on s'en doute. Alors, notre objectif, c'est vraiment de relâcher les animaux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des sanctuaires, nous ne sommes pas des refuges. Nous soignons ce qu'il est possible de relâcher, de réintroduire derrière dans le milieu naturel. Et on soigne aussi les animaux qui souffrent, enfin qui sont en détresse à cause de causes anthropiques. Donc, on ne va pas intervenir dans des cas de prédation, par exemple. On n'a pas vocation à soigner un oiseau qui a été prédaté naturellement, voilà, qui rentre dans une chaîne alimentaire. C'est la nature, comme on dit. Donc, voilà. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Notre deuxième grande mission, c'est le conseil et la sensibilisation du grand public. Alors là, je ne parle pas d'animation, c'est vraiment une autre mission. On n'est pas là sur l'éducation à l'environnement, ce qu'on fait aussi à la station, mais pas avec les équipes du centre de soins. Là, on est vraiment sur ce qu'on va appeler de la médiation faune sauvage, c'est-à-dire donner des conseils aux gens pour mieux cohabiter avec la faune sauvage. Par extension, ça peut aussi être coordonner les rapatriements des animaux au centre de soins, etc., arriver à faire venir les animaux jusqu'à nous ou les faire passer dans une clinique vétérinaire, on en reparlera plus tard. C'est notre deuxième grande mission, ça nous prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de sollicitations par téléphone et elles ne font qu'augmenter d'année en année. Ensuite, il y a une autre mission qui est la veille sanitaire et environnementale. Donc, c'est vrai que les centres de soins s'inscrivent dans un réseau d'épidémiosurveillance. Vu qu'on voit passer de nombreux animaux malades, on peut être un bon moyen d'alerter, on peut être lanceur d'alerte. Et pareil pour les pollutions. On est notamment en lien avec Vigipol pour tout ce qui est pollution aux hydrocarbures. Voilà, les échouages d'oiseaux, enfin les échouements, on devrait dire, d'oiseaux mazoutés à la côte sont un bon moyen d'alerter sur des pollutions en mer. On participe à des programmes de recherche également, donc ça peut être des prélèvements de diverses natures, ça peut être, Élise en parlera peut-être tout à l'heure, il y a voilà, des programmes notamment sur les mouches plates qu'on peut récupérer sur certains des animaux au centre de soins. Et puis enfin, il y a un gros volet également qui est la formation en fait, aux soins à la faune sauvage, Michel en parlait tout à l'heure dans sa présentation d'Élise, on a énormément de bénévoles, de services civiques, enfin de volontaires en service civique qui passent chez nous, et tous ces gens-là sont formés à notre contact. Donc c'est vrai que les centres de soins jouent vraiment cette mission-là également. Alors, le centre de soins de l'Île Grande, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On n'est pas un très grand centre de soins. Au final, on rencontre tous des problèmes communs, on fait face à des problématiques communes, mais par contre, les centres de soins en France sont d'une très très grande variété. C'est-à-dire que vraiment, ça peut aller d'une structure très locale, gérée par une seule personne qui est capacitaire pour une seule espèce, par exemple, je sais pas, le hérisson, et qui va voilà, monter un dossier, je parlerai rapidement de la réglementation après, pour pouvoir soigner par exemple des hérissons en détresse chez lui. Et donc voilà, on a une installation
avec quelques cages, enfin quelques enclos adaptés à une espèce, le hérisson. On est sur un tout petit centre de soins monospécifique. Nous, on est ce qu'on appelle déjà un centre de soins généraliste. On va prendre en charge une multitude d'espèces. Élise vous les présentera tout à l'heure. Maintenant, on reste petit de par la taille de nos structures. Et après, vous avez des très grands centres de soins. Je pense à la LPO Alsace, je pense au centre de soins d'Audange, où là, on est vraiment sur des accueils de plusieurs milliers d'animaux par an, avec des grandes espèces et avec des structures beaucoup plus vastes qui permettent de les accueillir et de les réhabiliter. Donc chez nous, on a 2 laboratoires de soins. Ce sont les 2 labos qui ont été rénovés, dont on parlait tout à l'heure. Premier qui est plutôt destiné donc aux examens, aux soins, à la préparation des rations, etc. Et un deuxième qui est plutôt une salle d'hospitalisation où on va avoir des clapiers, des box au sol pour les espèces plus grandes et une couveuse. En extérieur, on a 2 piscines de réhabilitation, une petite, une grande. Et ensuite, on a une grande volière également pour réhabiliter plus au vol. Et des petites volières entre l'hospitalisation et la réhabilitation qui sont situées dans la tour de la station. Je vais vous mettre quelques photos. Voilà des structures. Alors, en haut à gauche et en bas à gauche, ce sont les 2 laboratoires de soins, donc tout fraîchement rénovés. Je n'ai pas mis de photos avant-après, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à évoquer avec vous. Donc, c'est vrai que la rénovation, on est encore en plein dedans. Mais voilà, il y a juste quelques photos en avant-première, comme disait Michel. Donc, en haut, le labo 1. Alors, avant les rénovations de l'hiver dernier, on avait un sol carrelé, on avait aussi des parois, des murs carrelés. Donc là, c'est vrai qu'on a fait poser des panneaux frigo tout lisses. On a refait un sol aussi, une résine adaptée pour pouvoir nettoyer à grande eau, parce que c'est fait tous les jours en bas au centre de soins. Donc, il fallait quelque chose qui ne glisse pas. On a évité les glissades intempestives des salariés, des bénévoles et des services civiques de tout le monde en bas. Et donc, en bas à gauche, la deuxième photo, là, on est sur le laboratoire numéro 2, où vous voyez, on devine dans le fond à gauche les clapiers qui ont juste été changés de place, on les avait déjà auparavant. Et ensuite, sur la droite, le grand portique, en fait, c'est nos nouveaux box d'hospitalisation. Donc, dans les rails, là les box ne sont pas montés, mais c'est pour que vous compreniez la logique. Dans les rails, on vient faire coulisser en fait des parois amovibles et modulables. On peut en mettre une, donc le box fait 50 cm de haut, on peut en mettre 2, le box fait 1 mètre de haut, et on se retrouve, là c'est les 2 photos du milieu, avec le foot bassan et le goéland argenté en soins. On se trouve avec des box comme ça qui sont donc cloisonnés. C'est du PVC, c'est plus silencieux, c'est plus léger pour les équipes, c'est facile à nettoyer, à désinfecter. Donc voilà, je crois, Élise pourra le confirmer peut-être, hein, que les équipes sont satisfaites de ce qu'on a pu faire en bas grâce à nos mécènes. En haut, on a donc notre grande volière de réhabilitation où généralement vous verrez des goélands. Alors en ce moment, elle est vide, parce qu'on a un petit souci de nuisible qu'on est en train de résoudre, et de trous aussi dans le filet, dans le toit, qui semble prendre la voie aussi de la résolution. Donc on est content. Et donc voilà, ça c'est la grande volière qui est. Alors normalement, c'est des structures qui ne devraient pas être visibles du public, parce que la réglementation, donc j'ai dit que j'en parlerai, nous impose normalement de ne pas présenter au public les animaux qui sont en soins chez nous. Alors là, l'histoire fait que cette volière, elle est située au bord du GR34, donc les animaux en soins sont visibles des gens qui se promènent sur la côte. On fait avec, on a essayé de mettre de la panoptique pour sensibiliser davantage, et voilà. Et peut-être que les travaux à venir nous permettront de soustraire un peu plus les animaux au regard, on l'espère. Et donc ensuite, vous avez les 2 piscines, la petite et la grande. Alors par contre, ouais, il y a une photo récente avec les nouvelles plages. En fait, sur la photo du haut, en haut à droite, vous avez une des plages qu'on vient de concevoir en interne. Ça, c'est Franck qui fait tout chez nous, qui est très fort. Là, elle n'est pas encore mise avec les revêtements qui ont été posés dessus, mais en gros, l'idée, c'était de donner aux oiseaux en soins davantage de place, davantage de possibilités de se mettre au sec, un peu plus de confort et de bien-être pendant l'hospitalisation. Et en bas, c'est la grande qu'on voit, mais c'est une photo qui date un petit peu. Voilà, je n'ai pas actualisé. Il y a des plages dans les 2 piscines maintenant. Avant que tu changes de diapo, il y a une question, et c'est bien qu'on ait la diapo sous les yeux. Une demande si la structure qui est en bas à gauche est un système qu'on retrouve ailleurs, notamment dans des élevages plus traditionnels, ou si c'est quelque chose que vous avez conçu, vous, en fonction de l'expérience que vous avez acquise antérieurement. Alors, auparavant, on était sur un système, en fait, il n'y avait pas de portique, il n'y avait que des pieds qui étaient fixés au sol, mais du coup, les fixations, au bout d'un certain temps, ça devenait très instable. En fait, les pieds vraiment tenaient mal.
Ça brinque-ballait, c'était tout en inox, donc c'est vrai que c'est formidable, hein, l'inox, c'est solide, c'est durable, c'est inerte sanitairement, mais par contre c'était très bruyant et c'était très lourd aussi pour les personnes qui devaient manipuler les plaques, et les cloisons étaient d'un seul tenant, donc en fait le box avait une seule hauteur. Donc là, en interne, on a conçu le portique, on s'est inspiré de ce qui existe ailleurs, hein. Par exemple à Océanopolis, vous avez ce système de portique avec des parois modulables également en PVC. Alors c'est pas le même matériau, nous on est parti sur un PVC qu'on appelle Forex, pour ne pas le nommer, ne pas nommer de marque. Je sais que c'est un PVC beaucoup plus épais, beaucoup plus rigide à Océano. Chez nous, voilà, on est parti sur des plaques assez fines parce qu'on n'a pas aussi de phoques dedans. Contrairement à Océano, les espèces qu'on a au centre de soins nous permettent d'avoir un matériau assez souple et léger. On ne pourrait pas mettre un sanglier dans nos box, typiquement, hein. Voilà, donc ça a été conçu en interne et ensuite ça a été réalisé par un chaudronnier qui est venu en fait et qui a livré le produit en kit. C'est arrivé sur une remorque en plusieurs morceaux et tout a été assemblé sur place. Et les panneaux, eux, ont été commandés chez un imprimeur parce que c'est un matériau, le Forex, qu'on utilise beaucoup pour de la signalétique extérieure. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si oui. Oui, très bien, ben, merci. D'ailleurs, la personne qui a posé la question remercie. Donc, visiblement, elle a eu la réponse à la question qu'elle souhaitait poser. Bon, bah, c'est parfait. Donc, si c'est bon. J'ai pas mis de photo des petites volières de la fameuse tour parce que c'est pas très joli et parce que c'est pas très pratique et surtout c'est tout obscurci par du brise-vue parce qu'on met souvent les espèces très stressées là-dedans. Donc en photo, ça rend pas grand-chose. Voilà. Et on espère aussi pouvoir les rénover cette année dans la suite des travaux prévus. Donc maintenant qu'on a parlé des équipements, on va parler des équipes, des gens qui les font vivre. On a la chance d'avoir quelques salariés, comme je le disais, ce n'est pas le cas de tous les centres de soins, hein. Il y a des petites structures qui tournent vraiment avec uniquement des bénévoles. Donc chez nous, il y a Élise, qui va bientôt prendre la parole, qui est chargée du centre de soins et qui est capacitaire. Alors voilà, tiens, je n'ai pas encore parlé de la réglementation, ça fait 2 fois que je l'évoque. La réglementation centre de soins, alors déjà on dépend d'un arrêté, qui est l'arrêté du 11 septembre 1992. En fait, réglementairement, seuls les centres de soins sont aujourd'hui habilités à soigner la faune sauvage en détresse. C'est important de le rappeler. Alors, des fois, on sait on fait bien ce qu'on peut et qu'on n'est pas en mesure de répondre à toutes les sollicitations et toutes les attentes du grand public. Mais en théorie, on n'est pas censé, sans avoir son certificat de capacité et les autorisations dont je vais parler, soigner de la faune sauvage en détresse. Donc est également requis ce fameux certificat de capacité dont je viens de parler. Alors, Élise est capacitaire pour tous les oiseaux de... Vas-y, prends peut-être la parole, Élise, parle-en mieux, tu en parleras mieux que moi de ta capa. Parce que ça couvre toutes les espèces qu'on a au centre de soins, mais plus encore. Donc, Oui, en fait, du coup, je suis capacitaire pour une liste définie d'oiseaux et de certains mammifères, en l'occurrence ceux qu'on est le plus sensible, susceptible de le recevoir au centre de soins. Alors justement, il y a une question là qui intervient, quelqu'un qui demande si vous avez des cages pour les rongeurs et en disant qu'il y a un moment, vous avez cherché des cages pour les hérissons. Donc la question évidemment, êtes-vous capacitaire pour ces rongeurs et hérissons? Bon, je laisse répondre. Et puis d'autre part, est-ce que vous avez le matériel adapté? Je suppose que la personne se dit, s'il y a un hérisson en difficulté que je trouve, est-ce que je peux l'apporter? Mais là, vous allez répondre aussi sur les modalités de transport qui sont là aussi visées par la réglementation. oui, bien sûr. Alors, je remets la diapo d'avant. Les fameux clapiers dont je parlais sur la photo tout en bas à gauche, en fait, on les voit de profil, donc c'est vrai que ce n'est pas très parlant. Mais en fait, là, on est sur une série vraiment de clapiers, hein, comme je viens de le dire, donc vraiment comme on aurait des clapiers à lapin, donc c'est tout en inox par contre. Et c'est typiquement des petites structures qui nous permettent d'hospitaliser des hérissons. Et dans la tour également, on va aussi, si on le peut, aménager des enclos à hérissons sur la partie inférieure des volières. Après, l'autorisation de transport, alors il y a plusieurs choses différentes. La CAPA, oui, bien sûr, on l'a. Et ensuite, l'autorisation de transport, ça fait partie des choses réglementairement que doit avoir tout centre de soins. C'est-à-dire qu'en fait, pour protéger des espèces protégées, et Elise va en parler après, on doit avoir une dérogation au transport de ces espèces, qui est normalement interdit sur le sol français.
en plus de la CAPA et en plus donc de l'autorisation d'ouverture, qui est le troisième élément dont je n'ai pas encore parlé, qui est en gros le document qui recense, disais-je, tous les prérequis pour pouvoir accueillir les animaux. Donc par exemple, telle espèce, tant d'individus, voilà. Ça détaille tout ce qu'on peut avoir en bas et dans quelles conditions. Pardon. Alors, j'en reviens aux équipes. Les salariés, je disais, donc il y a Élise qui est capacitaire et chargée du centre de soins, et on a également une soigneuse, Fantine, qui, elle, n'est pas à temps plein, mais à temps partiel, elle est à 24 heures par semaine. Ensuite, au niveau des volontaires, je disais qu'on a la chance depuis plusieurs années d'avoir un volontaire en service civique franco-allemand, donc un VFA, qui vient nous aider à temps plein, 35 heures par semaine. On a également un service civique soins animaliers. Alors là, on est sur un temps partiel aussi, 28 heures par semaine. En fait, on en a 2 qui se succèdent dans l'année. Et on a également un service civique mixte qui va faire à la fois du soin et à la fois de la médiation faune sauvage, donc ces fameux conseils téléphoniques, etc., dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, on a les bénévoles, et là, c'est dernier, mais pas... voilà, les derniers seront les premiers. Les bénévoles locaux et les éco-volontaires. Alors, la distinction, c'est les bénévoles locaux, comme leur nom l'indique, ils sont à proximité de la station, ils viennent une demi-journée, une journée par semaine, toutes les 2 semaines régulièrement. Et les éco-volontaires sont des gens plutôt qui vont venir sur une longue période, donc 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, parfois plus. En temps normal, on a possibilité de loger du monde à la station. En ce moment, c'est une personne, pas plus, avec le Covid. Mais voilà, les éco-volontaires, souvent, c'est un échange de bons procédés, sont logés ici en échange de leur aide pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. On a également les bénévoles rapatrieurs, il ne faut pas les oublier. Ils ne font pas la mission la plus drôle, mais sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Ce sont tous les gens qui nous ramènent la faune sauvage en détresse des 4 coins de la région. Parce que nous, on n'est pas en mesure d'intervenir chez les gens et les gens ne sont pas toujours en mesure de nous ramener les animaux eux-mêmes. Donc voilà, on a également un gros réseau de bénévoles rapatrieurs. Ces bénévoles, mine de rien, ça représente 3 ETP, donc 3 équivalents temps plein en 2019 et 4 en 2020. Et je me suis trompé, c'est l'inverse. C'est 4 en 2019 et c'était 3 seulement en 2020 parce qu'on a dû réduire un peu la voilure de bénévoles encore à cause du Covid, là encore. Est-ce que tu peux donner une indication un peu complémentaire au niveau des rapatrieurs, puisque tu évoquais tout à l'heure le fait que le transport de ces animaux est interdit. Donc, il faut une dérogation. Donc, est-ce qu'il n'y a que les rapatrieurs qui peuvent amener les animaux à la station, ou est-ce que quelqu'un qui trouve un animal en difficulté et qui est de bonne volonté, bien entendu, peut transporter cet animal pour vous l'apporter? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, tout à fait. Justement, l'arrêté de 92 prévoit que n'importe qui puisse porter secours en fait, à la faune sauvage en détresse. Donc, à partir du moment où l'animal est en détresse, on peut bien évidemment le transporter jusqu'au centre de soins le plus proche ou la clinique vétérinaire la plus proche pour donner les premiers soins. C'est un peu l'exception à cette interdiction de transport. Voilà pour moi. Je vais laisser la parole à Élise pour l'instant, qui va nous parler un peu plus, je pense, du quotidien au centre de soins. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre participation, aux personnes qui ne connaissent pas le centre de soins, mais aussi aux quelques noms qu'on connaît bien maintenant à la station LPO d'Île-Grande. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, donc au centre de soins, on accueille énormément d'animaux de diverses espèces. Pas que des oiseaux, on le verra un petit peu après. Donc, il y a différents statuts qui existent dans la faune sauvage. Il y a des espèces protégées et des espèces chassables, notamment. Donc, on estime qu'on accueille à peu près 74% d'espèces protégées. C'est pas anodin quand on sait que ces populations-là sont en déclin. Donc, voilà, c'est une notion qui est quand même très importante. Donc, il y a des espèces aussi qu'on ne peut pas prendre en charge, d'où cette réglementation qui est quand même très importante à suivre. La réglementation, elle est là pour, certes, elle est forte dans notre activité, mais elle est aussi indispensable pour protéger ces animaux. Donc ça, il faut le savoir, il faut quand même l'avoir en tête. Donc, la réglementation nous interdit de prendre en charge des espèces dites nuisibles, nouvellement appelées espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc là, vous avez la liste pour le département du 22.
On ne peut pas non plus prendre en charge des espèces exotiques envahissantes comme le vison d'Amérique, le ragondin, l'ibis sacré, la tortue de Floride. Donc, pour vous expliquer, ces espèces-là, on ne peut pas les prendre en charge et elles ont ce statut-là, puisqu'en fin de compte, elles ont été introduites dans la faune sauvage par l'homme, soit par d'échappés de captivité ou des personnes qui ont malheureusement relâché ces espèces-là. Et sauf que ces individus se portent bien, ont trouvé leur niche dans notre faune sauvage et malheureusement leur vie, enfin leur croissance, leur population est au détriment des espèces qui sont indigènes. Donc par exemple la tortue de Floride, on le sait, va avoir un impact sur l'existence de la cistude d'Europe, etc., de ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle réglementation. Donc, évidemment, les espèces domestiques, on ne les prend pas en charge au centre de soins. Elles relèvent du fonctionnement d'une clinique vétérinaire habituelle. C'est important de le signaler, notamment pour le pigeon biset ou pigeon des villes, qui fait, lui, partie de la faune domestique, non pas comme le pigeon ramier qui fait partie de la faune sauvage. Voilà, il faut bien l'avoir en tête. Vous l'avez vu précédemment en photo, voilà, la taille de nos structures, etc. Vous l'avez vu, elles ne sont pas extensibles et historiquement, elles n'étaient pas forcément liées à une telle diversité d'espèces. C'est pourquoi on ne peut pas accueillir tous les mammifères. Et donc, on va se contenter d'accueillir, mais de correctement accueillir, des mammifères de petite taille, comme par exemple les hérissons, principalement, évidemment, les chauves-souris et lièvres, etc. Mais pour des espèces qui vont être d'un gabarit supérieur, on ne va pas pouvoir les accueillir faute de structures adaptées. Et donc, c'est une question de sécurité pour le personnel qui y travaille, mais aussi pour l'espèce, en fin de compte. Voilà. Oui, alors il y a une question qui intervenait en demandant par rapport aux nuisibles notamment, est-ce qu'il y a des problématiques différentes entre les différentes catégories par rapport à d'éventuelles subventions notamment? Moi, j'ai pas l'œil là-dessus, j'en ai pas connaissance. Peut-être que Romain saura apporter plus d'éléments de réponse. Je comprends pas la question. Est-ce que l'accueil des espèces, est-ce que l'attribution de subventions est conditionnée à l'accueil de certaines espèces et pas d'autres? Oui, c'est ce que je... Bonjour à vous, c'est Camille. Donc, ouais, moi, je posais la question du coup par rapport au nuisible. Qu'est-ce qui diffère par rapport à ce que faisait Volet de Piaf? Ça veut dire que Volet de Piaf était dans l'illégalité, en fait? Non, on est sur en fait une interprétation des textes qui peut varier en fonction des autorités de tutelle, la direction de la protection des populations, la DDPP. Aujourd'hui, on tend, alors on anticipe un petit peu, on en aurait parlé à la fin, on tend vers une uniformisation à l'échelle de la région des décisions prises par les DDPP, notamment sur l'accueil de ces ésodes. Donc on pourrait plus facilement aujourd'hui les accueillir visiblement. On n'a pas encore refait le point avec notre instructrice des DPP sur le sujet. Et après, il y a aussi un côté espèce patrimoniale ou non, avec, comme l'évoquait Michel en introduction, la fermeture récente de Volet de Piaf. Et bon, on l'espère donc temporaire. Nous et nos petites structures, déjà que régulièrement, on doit arrêter les accueils parce qu'on est saturé. Voilà, on préfère pour l'instant continuer à ne pas accueillir les nuisibles, ce qui a été le cas pendant très longtemps et qui a été le discours qu'on a tout le temps donné aux gens. Là, les nouvelles sont récentes quant à un possible accueil de ces catégories. Donc aujourd'hui, les ésodes, voilà. Après, vous voyez, là, on a une pie, par exemple. On a une pie en soins parce qu'on a la place encore. Mais c'est très, voilà, au cas par cas, l'équipe du centre de soins et nous au téléphone, on saura en fonction de la place qu'il y a en bas si on va pouvoir prendre ou non. Mais de manière générale, aujourd'hui, la communication, c'est on ne prend pas en charge les ex-nuisibles. Donc merci. Alors il y a une question également qui porte sur les pigeons bisets, en disant qu'il y a certains centres de soins qui prennent en charge les pigeons bisets. Quel est votre point de vue par rapport à cette espèce? C'est pareil, en fin de compte, c'est un peu ce que vient aussi d'aborder Romain, c'est qu'en fin de compte, il y a des textes. Après, il y a des tolérances qui sont réalisées en fonction des organismes de tutelle, de surveillance, etc. Donc, du coup, effectivement, il y a des centres de soins qui prennent le droit de les accueillir. Et bon, et tant mieux pour eux et tant mieux pour ces pigeons-là. Maintenant, nous, jusque-là, on applique les règles qu'on nous dicte. Donc, c'est pour ça que les pigeons bisets, qui font partie de la faune domestique, ne trouvent pas soin à la station Elpelot-Grande qui va être réservée exclusivement à la faune sauvage. Voilà.
Merci. Donc, effectivement, on accueille essentiellement des oiseaux, mais pas que, contrairement parfois à ce qu'on pense de la LPO. Donc, énormément d'oiseaux, vous l'avez vu, et une part quand même importante de mammifères, essentiellement représentés par les hérissons. Donc, vous avez devant vous un comparatif de 2019 et de 2020. Donc, de manière générale, faut quand même avoir en tête que 2020 a été une année que vous connaissez bien, évidemment, avec toutes les restrictions que ça a posées. D'autant plus que nous, on a été en travaux. Donc, évidemment, on a accueilli moins d'animaux. Cependant, les chiffres restent très intéressants. Vous le voyez, on accueille essentiellement des oiseaux d'eau. Et tant mieux, c'est pour ça aussi que historiquement le centre de soins était présent, c'était pour répondre à leur accueil. Maintenant, évidemment, d'année en année, ça se diversifie. Donc, on accueille aussi beaucoup de passereaux, de colombidés. Et après, on va avoir des rapaces et aussi cette famille importante avec les hirondelles et les martinets. Donc, effectivement, 2020, il y a eu une baisse des accueils due à la fermeture temporaire du centre de soins suite aux travaux ou par respect des restrictions gouvernementales. Maintenant, il y a quand même des chiffres qui sont intéressants. On le voit notamment sur les passereaux, sur les colombidés. Il y en a beaucoup moins d'accueillis et tout laisse penser que la médiation faune sauvage a un impact sur la baisse de ces accueils, puisque grâce à l'embauche d'un service civique sur cet aspect médiation faune sauvage, beaucoup de problèmes, de situations problématiques sont réglées et ainsi beaucoup de jeunes sont remis au nid. Et donc, du coup, ça permet de faire d'empêcher des ramassages inopportuns et donc des animaux qui n'auraient pas dû arriver au centre de soins. Donc, c'est bon pour cette diapo. Donc, voici en photo des exemples d'espèces que l'on a accueillies au centre de soins l'année dernière. Donc, de gauche à droite, donc, vous avez sur la première ligne un héron cendré, une macreuse noire. Ensuite, une jeune chouette effraie. Juste en bas, une mouette pygmée qui devient déjà un peu plus exceptionnelle dans nos locaux. Les fous de bassin que nous connaissons bien. Et effectivement, ponctuellement, on peut en avoir de 1, 2, 3 par an, des jeunes phoques qu'on va appeler blanchons, qui vont être dans nos locaux pour 24, 48 heures grand maximum et vont ensuite rejoindre le centre de soins présent dans Oceanopolis. Ça me permet de rappeler l'importance de travailler avec nos confrères. Donc là, on parle de Oceanopolis pour la gestion des jeunes phoques. On l'a un petit peu parlé aussi de Volets de Piaf. On fonctionne aussi beaucoup avec le centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes. En fin de compte, le but de fonctionner avec ces structures, c'est de pouvoir orienter vers eux des espèces, des individus qui ont besoin de leur structure ou de leurs connaissances. Nous, malheureusement, ici, on n'a pas de volières qui vont être adaptées aux rapaces, à l'inverse du centre de soins de Nantes, donc le CVFSE ou anciennement Volets de Piaf. Donc, c'est pour ça qu'on organisait, dès que nécessaire, des transferts vers ce genre de structure pour le bien-être, en fin de compte, des individus, pour leur bonne convalescence. Et à l'inverse, ces centres de soins-là n'hésitent pas à nous transférer des oiseaux marins, notamment souillés par les hydrocarbures. En fin de compte, on fait des échanges dans l'intérêt des animaux et en fonction des structures et des connaissances de chacun. Voilà. Donc, les causes d'accueil, c'est une information essentielle de notre travail, notamment pour savoir sur quel axe on va devoir travailler, sensibiliser pour réduire toujours, si possible, ce nombre d'accueils. Donc, vous le voyez, j'espère que la distinction des couleurs vous le permet. Donc, en fin de compte, on accueille énormément de jeunes. Donc là, on est en plein dedans. Ça y est, les premiers jeunes sont arrivés. Donc, il faut faire une distinction entre les ramassages jeunes inopportuns et effectivement justifiés. Inopportuns parce que, par exemple, les personnes mal renseignées et encore une fois pensant bien faire vont nous amener des nichés
voilà, une nichée qui est tombée au sol, etc. Mais en questionnant un petit peu plus, on s'aperçoit que les parents étaient encore présents. Voilà, donc en fin de compte, il faut arriver à déterminer si effectivement ces individus-là étaient en danger et qu'il fallait nous les amener, ou si cette nichée pouvait être remise à l'état sauvage auprès des parents grâce à quelques installations. Donc, c'est tout le travail des personnes qui sont au téléphone, qui sont médiateurs faune sauvage. Il y a une part importante qu'on va appeler divers, c'est parce que la plupart du temps, on n'est pas témoin des scènes. Donc, quand on trouve une chouette en bord de route, quand on trouve un passereau en bas d'une vitre, on se doute un peu de la cause d'accueil. Et des fois, c'est confirmé par son examen d'entrée. Mais cependant, c'est des fois difficile d'être formel. Donc, c'est pour ça que c'est classé dans divers. Ensuite, c'est un pourcentage qui est toujours aussi autant regrettable, qui existe tous les ans. Hein. C'est la pollution. C'est les oiseaux qui arrivent au centre de soins à cause de la pollution, et notamment celle par hydrocarbures. Donc, on n'en parle certainement pas assez, malheureusement. On garde tous en tête les tristes catastrophes marées noires, etc. Maintenant, il faut savoir que tous les ans, on accueille au centre de soins des animaux mazoutés, des oiseaux mazoutés. Donc ça, oui, voilà, c'est tous les ans, on n'y échappe pas. On ne parle pas de marée noire, mais on parle de dégazage, etc. Donc c'est une période qui est très compliquée quand même pour le centre de soins, pour toutes les équipes. Voilà, c'est des animaux qui arrivent vraiment cruellement en détresse, dans un état très compliqué, en fin de compte, vraiment très mazouté, très faible. Et voilà, c'est un énorme défi de pouvoir les relâcher. Et donc, vous allez voir dans une autre slide, on va passer par différentes étapes, notamment le lavage. Et voilà, c'est pas sans conséquence sur l'individu. Il y a encore une question réglementaire là, qui a été posée, parce que la photo du Blanchon, visiblement, fait réagir. La question est de savoir si, pour les phoques, vous avez une autorisation d'ouverture ou si c'est simplement une dérogation temporaire en vue du transport. C'est une autorisation temporaire. La DDPP donc, est très bien au courant de ça, évidemment, et donc nous autorise à accueillir cette espèce que pour un temps donné qui est le plus court possible. Là, j'ai parlé de 24-48 heures. À vrai dire, dès qu'il est possible, l'animal rejoint Océanopolis. Donc parfois, c'est dans les quelques heures qui suivent. Alors, vous avez utilisé un sigle qui nous est très familier, mais pas forcément à tout le monde, DDPP. Il y a des gens qui peuvent se demander ce que c'est. Donc, la DDPP, c'est anciennement la DSV, donc c'est la Direction départementale de la protection des populations. Donc, voilà, ils ont un domaine d'activité assez large. Et en l'occurrence, c'est l'organisme qui va être la plus proche de notre activité, qui va vraiment veiller à ce qu'on respecte la réglementation et qui va être notre premier interlocuteur. Et effectivement, vous avez utilisé aussi le sigle DSV, qui était plus parlant pour les gens, puisque c'était la direction des services vétérinaires, là on comprenait mieux. C'est vrai que depuis qu'il y a des TPP, on se demande un petit peu ce que ça fait, mais ça c'est l'administration. Oui, voilà. Alors je voulais aussi intervenir vis-à-vis d'Élise. Quand elle parle de pollution au mazout, il ne faut pas oublier aussi le tanneau qui relargue tout son mazout des cuves. C'est un bateau qui est au fond de la mer et qui relargue régulièrement. Donc, il n'y a pas que le dégazage, il y a aussi tout ce relargage qui se fait régulièrement. Mais oui, et effectivement, Romain en a parlé un petit peu plus tôt, et c'est notamment sur cet aspect-là qu'on travaille avec Vigipol, qui surveille la pollution maritime sur notre littoral. Et donc, effectivement, il y a l'épave du Tanniot qui fuit. On le sait, voilà, c'est en hiver 2019 qu'on s'est rendu compte qu'on a eu une entrée massive d'oiseaux mazoutés comparée aux autres années. Et donc, c'est en avertissant Vigipol et les autres instances que, voilà, plus ça avançait et plus on a pu mettre en cause l'épave du Tanniot, et où maintenant on peut affirmer qu'effectivement, le Tanniot n'est pas, comment dire, et la cause de
plusieurs oiseaux mazoutés, pas uniquement. Il y a d'autres bateaux qui profitent évidemment de cet événement pour eux aussi dégazer au large. Mais notamment, on peut l'affirmer à l'heure actuelle puisqu'il y a eu des prélèvements d'hydrocarbures sur le plumage et prélèvements identifiés par le CEDRE, encore un partenaire qui nous a permis d'affirmer que voilà, l'hydrocarbure vient du tanio. Donc, autant dire que c'est un dossier qu'on suit de très, très près. Merci. Alors, c'est très, très actif sur le chat. Je remercie les gens qui interviennent. Et là, je veux notamment que Camille Desmottes, que vous connaissez visiblement, met souvent des liens, c'est-à-dire qui permettent d'avoir les textes. Donc, un grand merci à lui, évidemment. C'est un complément d'information. Et puis, on a une question là qui vient d'arriver, qui est de demander si la problématique des algues vertes ont une influence sur les animaux que vous êtes amenés à recevoir. C'est une bonne question. Depuis que je suis ici, je ne peux pas l'affirmer. On a eu quand même un problème l'été dernier sur un petit étang de Saint-Brieuc où des algues s'étaient développées et en s'asséchant, malheureusement, des goélands s'étaient retrouvés coincés dedans. Mais bon, on n'était pas sur des algues vertes. Donc, on ne peut rien affirmer là-dessus. Ouais, pour compléter ce que tu dis, Élise, oui, dans le plan d'eau, c'était de l'eau douce, c'était une myriophylle ou quelque chose comme ça, c'était une plante aquatique, je crois. Alors que là, j'imagine que on parle de l'ulve, quoi, des algues vertes vraiment qu'on a, qui verdissent tout notre littoral. Là-dessus, non, pas à ma connaissance non plus, pas de lien de cause à effet entre les algues vertes et de potentiels problèmes sur la faune sauvage. Ou en tout cas constaté chez nous, parce qu'effectivement, en s'intéressant à ce phénomène, on le sait qu'il y a eu des animaux, des mortalités d'animaux dues à ça. En tout cas, ça n'est pas allé jusqu'au centre de soins. S'il n'y a pas d'autres questions sur les causes d'accueil, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, ça va certainement vous intéresser, le parcours d'un animal en soins. Donc en fin de compte, différentes manières de nous amener un animal, soit directement à la station LPO d'Île-Grande, les découvreurs nous amènent l'animal, etc. Ou sinon, parfois, quand les personnes ne sont pas véhiculées, sont trop loin ou ne sont pas suffisamment disponibles pour amener l'animal rapidement, on fait appel aux précieux bénévoles rapatrieurs qui, en fonction de leur disponibilité, acceptent de prendre en charge l'animal et de nous l'amener dans les plus brefs délais au centre de soins. Il faut savoir que c'est énorme le nombre d'animaux qui arrivent grâce aux bénévoles rapatrieurs. Ils sont essentiels pour l'acheminement de la faune sauvage en détresse. Donc, tous ces animaux arrivent donc au centre de soins. Donc, ça nous permet, auprès du découvreur, on va pouvoir remplir une fiche d'entrée avec différents éléments qui vont nous être essentiels. Donc, bien sûr, les coordonnées du découvreur. Et après, plus d'informations qui vont être essentielles pour la suite liées à l'animal. Donc, c'est par exemple les circonstances de découverte. Est-ce qu'il a été trouvé au bord d'une route? Est-ce que c'est le chat qui l'a ramené à la maison? Est-ce que c'est un oiseau qui a été trouvé sur la plage et qui est sale? Et aussi où, par exemple, s'il est arrivé sur une plage, quelle plage, et ainsi de suite. Il nous faut plein de détails, autant de détails possibles pour mieux cerner la problématique et notamment adapter derrière le protocole. Il suffit que des personnes nous amènent un animal, que quelques jours après sa découverte, on va lui demander l'alimentation qu'il a eue pour après reprendre au mieux la suite, s'il y a eu des soins, lesquels, est-ce qu'il est passé par un vétérinaire ou pas, parce que je ne suis pas sûre qu'on l'ait cité, mais on a heureusement des vétérinaires partenaires qui acceptent de travailler avec nous, donc on les remercie vraiment, ils sont très précieux aussi. Donc, une fois que tous ces éléments sont notés, on va laisser quelques instants l'animal décompresser un peu du stress du trajet, parce que les animaux, la faune sauvage, ils sont extrêmement sensibles au stress. Malheureusement, on le sait, des décès sont dus à ça. Il y a un taux de mortalité qui est présent dû au stress. Donc, évidemment, il faut le réduire un maximum. Donc, passer ces quelques minutes, on va pouvoir faire l'examen de l'animal. Donc, bien souvent, on est deux, une personne qui fait la contention, donc qui va tenir l'animal, le temps qu'un soigneur puisse faire son examen.
Donc là, l'animal, il est regardé du bec aux pattes, de la truffe à la queue, pour voilà, déceler les potentiels symptômes. Est-ce qu'il y a une plaie? Est-ce que c'est une fracture? Est-ce qu'il est déshydraté? Est-ce qu'il est parasité? Est-ce qu'il est mazouté? Enfin, voilà, l'ensemble du corps est vu. Et donc, on note tout ce que l'on voit, évidemment. Et on met en place un protocole médicamenteux et alimentaire en fonction de ces symptômes. Voilà. Et donc, c'est évidemment des choses qui sont réalisables qu'en centre de soins. C'est pour ça que c'est encore une raison de plus pour que les particuliers ne gardent pas les animaux chez eux, mais nous les amènent bien pour que nous, on puisse faire les soins adaptés en fonction des plaies, de l'espèce, de l'alimentation, etc. Cependant, vous vous en doutez, on ne peut pas relâcher tous les animaux que l'on accueille, malgré que nous, on adorerait, hein, évidemment, c'est l'issue qu'on recherche, c'est ça qui nous fait avancer et qui nous fait arriver dans ce domaine-là. Donc malheureusement, on le sait, il y a des symptômes qui ne vont pas être soignables. Donc nous, à l'examen, on va pointer des symptômes et on va être alerté par certains symptômes et qui vont demander derrière un contrôle d'un vétérinaire. Et c'est le vétérinaire derrière qui va pouvoir nous dire quel devenir on peut espérer pour cet animal. Si les symptômes sont soignables ou si même il y a un doute, évidemment, on va faire tout notre possible grâce à un protocole bien spécifique établi avec le vétérinaire pour le rétablissement de l'animal et le relâcher. Maintenant, on le sait, tous les symptômes ne sont pas soignables. Le vétérinaire va pouvoir nous aider là-dessus et nous dire si on peut espérer ou pas. Et si malheureusement, d'ores et déjà, on le sait, qu'il n'y a pas de soins adaptés, que l'animal ne pourra pas être relâché parce qu'il est incapable, il sera incapable de survivre parce que handicapé, on s'arrête là et donc du coup, le vétérinaire pratique l'euthanasie de l'animal. Voilà, donc une fois que l'animal est examiné, etc., donc du coup, on va pouvoir l'installer dans un environnement adapté. Est-ce que ce sera un box, un clapier, un carton, une couveuse? Et on va définir sur le tableau, on va faire sa ligne avec les soins qu'il lui faut, les soins médicamenteux, mais aussi le protocole alimentaire, les conseils et vraiment les observations particulières à avoir sur cet individu. Donc, l'animal, plus ça va, plus il va être transféré d'un petit espace à un grand, voilà, particulièrement c'est le cas dans les piscines ou dans notre volière. Et donc, tout le long de son hospitalisation au centre de soins, l'animal sera suivi de très près pour sa courbe de poids, notamment, son alimentation, le rétablissement des symptômes, etc. Donc, c'est ce fameux contrôle régulier. Voilà. Et après, bah, évidemment, quand le poids est bon, quand le rétablissement est complet, quand l'animal vole, quand tout ça est dans l'ordre, à nous de trouver l'environnement adapté de relâcher. Et aussi, il faut que la météo soit avec nous. C'est un élément important à prendre en compte, notamment par chez nous et quand on travaille avec des oiseaux marins. Voilà, donc c'est bien compliqué, c'est impossible même de dire combien de temps un animal reste, puisque ça dépend de son âge et de ses symptômes. Il y a des individus qui vont être relâchés, pas dans l'heure, mais dans les quelques heures qui suivent son admission, parce qu'en fin de compte, il était juste un peu étourdi par un choc route ou collision. Et par contre, il y a des individus qui vont rester plusieurs mois ici, parce que c'est une convalescence qui est lente. Oui, on a deux questions sur le chat pour Élise. Une première de Karim qui demande si pendant l'année 2020, avec le confinement, il était quand même possible d'amener des animaux chez vous. C'était bien compliqué. C'était bien compliqué. Donc, de tête, le premier confinement, ben, on ne pouvait pas. Voilà. Et deuxième confinement, je ne sais même plus comment. On a eu on a eu des entrées au deuxième confinement, mais pareil, très peu, quoi. On était en travaux pendant le deuxième confinement, donc on avait l'UMS et on avait quelques personnes qui nous apportaient un petit peu, voilà, de hérissons, de pigeons, de petites espèces qu'on pouvait prendre en charge dans l'UMS. Même on a eu quelques goélands, je crois, enfin quelques plus grands. Hein. Mais voilà, c'était limité. Mais bon, de toute façon, on va dire que le confinement, en bloquant les gens,
Voilà, on a moins de sollicitations aussi. En fait, ça s'équilibre du coup, même si nous, on n'est pas en mesure d'accueillir, les gens ne sont pas en mesure de se déplacer, logiquement. Donc voilà, on a moins de sollicitations pour des accueils. La deuxième question de Clara, c'est est-ce qu'il y a un vétérinaire sur place? Parce que si j'ai bien compris, Élise, elle est soigneur, elle n'est pas vétérinaire. Est-ce que Romain est vétérinaire? Non, Non. non, je suis Donc pas. vous n'avez d'accord. Donc vous n'avez pas de vétérinaire sur place. Donc comment vous faites appel à un vétérinaire? Est-ce qu'il y a un vétérinaire qui est pas très loin, qui vient pour observer l'oiseau, ou bien vous avez un œil de vétérinaire et vous jugez par vous-même si l'oiseau, enfin si l'animal pourrait être sauvé ou s'il doit être euthanasié? Malheureusement, il y a pas de vétérinaire permanent au centre de soins. Et d'ailleurs, c'est très rare dans les centres de soins en France. Mais c'est pas pour autant que les animaux souffrent, hein. Ça, il faut le savoir, évidemment, puisqu'en fin de compte, nous, soigneurs, ben, on est passé par différentes structures. Donc, on a vu ce qui a été fait, etc. Et on apprend tout le temps. On apprend parce qu'on est toujours en contact avec d'autres confrères de d'autres centres de soins. Donc, on va apprendre un protocole qui fonctionne ici, etc. Donc, on est toujours en échange. À côté de ça, évidemment, on compte aussi sur les vétérinaires qui nous entourent. Nous, par exemple, bah, les principaux concernés, c'est ceux de Lannion. Maintenant, on a de la chance d'avoir 2 vétérinaires qui se déplacent dès que possible dans nos locaux pour nous aider directement dans notre enceinte à adapter au mieux les protocoles. Et ça, c'est une chance inouïe. Donc voilà, les vétérinaires ne sont jamais loin dans notre activité parce qu'effectivement, ils sont obligatoires, mais ils ne sont pas présents H24 au centre de soins, malheureusement. Et pour compléter ce que dit Élise, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ça, c'est faute de moyens, hein, qu'on se le dise. Je pense que, comme disait Élise, on adorerait avoir un vétérinaire à demeure et la plupart de nos confrères dans les autres centres de soins également. Il y en a vraiment trop peu par rapport au nombre de structures et c'est souvent faute de moyens parce qu'aujourd'hui, le soin à la faune sauvage en détresse, c'est pas quelque chose qui est porté de façon officielle, de façon par les pouvoirs publics et c'est beaucoup d'associations qui font ce qu'elles peuvent avec les moyens du bord et il faut toujours en plus faire plus aujourd'hui avec moins. Donc c'est vrai que voilà, un veto, ça, en termes de masse salariale, ça a un coût élevé. Et c'est quelque chose, c'est quelqu'un que peu de structures peuvent aujourd'hui, dont peu de structures peuvent aujourd'hui s'offrir les services. Alors, le chat est très, très actif, hein, et Oui. il y a une indication mais qui revient à l'aspect réglementaire par rapport à la notion de vétérinaire référent. Effectivement, je pense que c'est lié à l'autorisation d'ouverture que vous avez. Alors, par contre, la personne, là, évidemment, connaît ce qu'est la notion de vétérinaire référent, mais si vous pouvez expliquer un peu quelle est l'obligation donc de ce vétérinaire référent, dans les deux sens d'ailleurs, à la fois pour le centre de soins et pour le vétérinaire lui-même. C'est un vétérinaire qui se porte garant, en fin de compte, de ce qui se passe au centre de soins. Donc, bien souvent, le vétérinaire référent, c'est lui qui va particulièrement se déplacer au centre de soins ou qui va réaliser les examens. En fin de compte, ça va être le vétérinaire oui, de référence du centre de soins. Et donc, effectivement, il est évidemment obligatoire quand on ouvre un centre de soins. Oui, donc il y a une convention, hein, c'est quelque chose qui est totalement formalisé, c'est pas juste du bénévolat au cas par cas, il y a réellement une convention qui est passée. Oui, oui, oui. Sans vétérinaire, on peut pas ouvrir. Après, on a le réseau dont parlait tout à l'heure Élise, le réseau de vétérinaires bénévoles, partenaires, qui là sont répartis un peu dans toute la Bretagne. On est à un peu plus de 40 aujourd'hui cliniques vétérinaires qui sont partenaires et qui nous soutiennent et vers qui on peut réorienter les découvreurs quand on sent au téléphone que l'animal qui vient d'être trouvé a des symptômes qui sentent vraiment orientés justement vers une euthanasie. On va éviter à l'animal une longue route, du stress supplémentaire, pour qu'il arrive chez nous, si c'est pour mourir ici, voilà, autant qu'il aille dans la clinique vétérinaire partenaire la plus proche pour abréger ses souffrances au plus vite, si de toute façon, malheureusement, son devenir est scellé parce qu'il ne pourra pas retrouver le milieu naturel. Donc voilà. Et tu parlais de conventions, Michel, on est en train de mettre en place des conventions là pour formaliser nos partenariats avec ces vétérinaires partenaires, essayer aussi qu'ils aient quelques avantages en fin d'année à nous aider, parce qu'aujourd'hui tout ça c'est basé sur la bonne volonté de tout le monde. Donc voilà, si vous avez autour de vous des vétérinaires, n'hésitez pas à les sensibiliser à la cause, j'en profite. S'ils veulent nous aider dans la région, ils sont les bienvenus, ils peuvent se manifester en nous écrivant ou en nous appelant à la station.
Alors là, Élise a évoqué le fait qu'il y a certains animaux qui sont gardés pendant une durée longue pour leur convalescence. Et évidemment, il y a une question qui est posée sur le chat là, disant, y a-t-il des risques d'imprégnation pour ces animaux quand il y a des protocoles longs? Et puis, comment est-ce que vous faites pour limiter ce risque d'imprégnation? Est-ce qu'il y a des protocoles ou est-ce que c'est au cas par cas? Et puis, la question après, bah, s'il y a un animal qui est vraiment imprégné et qui du coup n'est pas relâchable, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des conventions avec des refuges qui pourraient éventuellement accueillir l'animal après, s'il n'est pas relâchable? C'est une question très intéressante. Voilà, il faut parler des risques d'imprégnation ou de domestication, hein. C'est exactement la même chose. Donc effectivement, en centre de soins, toute l'équipe le sait, les bénévoles, les volontaires, etc., qu'on doit minimiser un maximum notre lien avec les animaux pour que justement ils conservent cet instinct sauvage, etc. C'est pour ça que toute l'organisation de la journée, notamment, et régler en fonction de ça, de manière à ce qu'on manipule le moins possible un animal. Et du coup, en termes de comportement, c'est aussi à nous de maintenir une barrière, c'est-à-dire ne pas lui parler, ne pas le caresser, pas de photos, pas de bisous. On est obligé de le dire, hein, mais c'est parce que c'est pas anodin. Au-delà du stress que ça comporte pour un plaisir très personnel qui est une source de stress et potentiellement un risque de mortalité important pour les animaux. Donc ça, c'est très important. Donc effectivement, en centre de soins, la règle d'or, c'est d'éviter un maximum ce stress et donc cette domestication, imprégnation, car effectivement, un animal sauvage qui est un comportement domestique ne peut pas survivre à l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce il n'a jamais, par exemple, il n'a jamais chassé, il ne saurait pas quoi manger, parce que être élevé à manger des croquettes, voilà, à dépendre de l'homme, il arriverait même plus à s'identifier avec ses collègues, etc. Donc voilà, c'est vraiment à éviter. On le sait, malheureusement, il y a des petits hérissons, des petits passereaux, ce genre d'individus, on les adore, ils sont mignons, etc. On a beaucoup de sympathie pour eux. Mais sauf qu'il faut pas s'attendrir devant eux. Il faut, pour leur bien-être, maintenir cette distance qui est essentielle. Heureusement, jusqu'à là, on n'a pas eu d'individus trop imprégnés, trop domestiqués pour être relâchés. Je croise les doigts que ça n'arrive jamais, mais très clairement, hein, leur devenir est en jeu. Pour des individus qui ne sont, on va dire, irrécupérables, oui, il y a une menace importante d'euthanasie. Alors, c'est faible parce que jusque-là, on a eu de la chance, parce que il y a quelques petites techniques, par exemple, les mettre en contact avec d'autres individus de la même espèce, arrêter net les liens, etc., l'interaction, mais des fois, ça suffit pas. Et donc, du coup, sous prétexte de vouloir se faire plaisir en faisant un selfie, en voulant papouiller un animal, bah, cet animal peut être conduit à la mort parce qu'il n'a plus du tout l'instinct sauvage qui est pourtant essentiel à sa survie. Donc, c'est essentiel. Oui, alors il y avait la suite de la question, effectivement, c'était de dire si un animal est imprégné de là, donc d'après ce qu'on comprend, vous envisagez éventuellement l'euthanasie, mais est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de confier un animal imprégné à une autre structure de type refuge? Si, il y a il y a des centres de soins qui vont avoir ce genre de partenariat, notamment avec des parcs animaliers, par exemple, qui vont accepter de prendre tel individu parce qu'il est intéressant, parce qu'il est déjà présenté dans le parc animalier, etc. Mais c'est anodin, c'est rien du tout, hein. Faut pas, en tout cas, nous, on n'a pas, à l'heure actuelle, on n'a pas ce genre de partenariat. Et encore une fois, quand il existe sur des espèces domestiques, c'est des individus très particuliers, d'espèces très particulières, dans des circonstances très particulières. Donc, il y a peu d'élus, quoi. Et juste pour compléter, c'est vrai qu'aujourd'hui, même réglementairement, c'est quelque chose qui est assez discutable au-delà de l'éthique. Après, il y a une exception, c'est les espèces qui sont en plan national d'action, je vais y arriver, en PNA, où là, voilà, si on peut sauver des individus qui sont à forte valeur patrimoniale, alors c'est pas très beau de parler de valeur, un individu aurait plus de valeur qu'un autre, mais bon, voilà, en matière de gestion des espèces et des populations animales, on peut parler de ça. On peut donner en effet à des structures d'élevage ex situ, donc en captivité. Ça peut être des parcs zoologiques, ça peut être
des élevages qui sont gérés par des centres de soins ou voilà, par des assos de protection de la nature. Il n'y a pas forcément de présentation au public. Mais dans ce cas-là, on peut, des individus sortis du milieu sauvage peuvent être gardés en captivité, mais on estime que là, c'est pour la pérennité de leur espèce. Ça a été le cas de nombreux vautours fauves, par exemple. C'est un exemple que j'ai en tête, qui ont été donnés, des vautours cassés, qui n'auraient pas pu être réintroduits et qui auraient dû être euthanasiés, qui ont été donnés au bioparc de Douai-la-Fontaine, voilà, qui les a maintenus en groupe, élevés, et les jeunes ont été en grande partie réintroduits dans la nature. Donc, il y a eu un vrai gain derrière à l'échelle de la population de vautours fauves en France. Pour compléter, il y a une question là qui arrive tout de suite, puisque tu as évoqué les PNA. C'est une question par rapport au gypaète barbu. Est-ce qu'il est intégré dans un programme de ce type? Est-ce que l'espèce est intégrée dans un programme de ce type? Oui, je crois. Je suis à peu près certain qu'il y a un PNA gypaète barbu. Après, c'est pas une espèce qu'on a chez nous, donc c'est pas une espèce. Je ne suis pas expert pour en parler. Là, pour le coup. Enfin, la question était posée. Elle était vraiment en complément de ce que tu venais de dire. C'est pour ça que je me suis permis de le dire. Bon, il y a des questions tout à fait intéressantes qu'on va réserver pour la fin après vos interventions, parce que là, on pourrait aller, je pense, jusqu'à minuit, hein, si on intervient à chaque fois avec les questions. Vraiment, c'est très dynamique. Moi, je trouve ça très, très heureux comme mode de fonctionnement. Alors, il y a quand même peut-être une question que je vais poser, parce que là, on est vraiment sur l'examen de l'animal. Il y a une question par rapport à un oiseau qui aurait une aile cassée. Bon, combien de temps faut-il pour réparer une aile cassée? Et puis, un complément qui est de dire sous quel délai doit être fait le diagnostic pour qu'on ait une chance, effectivement, qu'il y aurait un retour à la nature. Donc, en gros, une fracture fermée, bien placée, donc soignable, on va compter 3 semaines d'immobilisation environ grâce à un bandage et un protocole particulier, parce qu'on ne va pas se contenter que juste de bander et d'attendre 3 semaines. Donc, c'est environ 3 semaines d'immobilisation. Et derrière, par contre, une convalescence qui peut durer au moins autant. Donc, c'est des longues hospitalisations au centre de soins quand il s'agit de rétablir une fracture. Alors après, pour tout symptôme, plus vite c'est pris, mieux c'est, mieux sont les chances de survie de l'animal, de rétablissement, et même en termes d'éthique, plus vite la douleur est prise en charge, mieux c'est. Et donc en plus de ça, dans les fractures, effectivement, si la fracture est prise trop tard, il y a une calcification ou un début de calcification qui se met en route. Et malheureusement, quand il arrive au centre de soins, c'est trop tard. Les os se sont reconsolidés, mais pas face à face. Donc, on arrive sur des angles totalement improbables, notamment au niveau des ailes, qui vont entraîner une perte de mobilité de l'aile, ou en tout cas d'amplitude. Et on peut pas recasser pour créer une calcification derrière, quoi. Donc, c'est essentiel que ça arrive à temps. Et est-ce que vous avez un système de radiologie pour voir comment les os sont les uns par rapport aux autres et pour bien réparer cette fracture? Vous avez un système? Oui. Effectivement, la radio va être essentielle pour visualiser comment sont les os. Est-ce qu'on est sur des multiples fractures? Comment se rétablit? Est-ce que le cal est récent ou pas, etc. Donc ça, pour les radios, on sollicite énormément les cliniques vétérinaires de Lannion, qui sont toujours présents pour nous aider autant que possible pour ce genre de mission. Il y a une question où on est vraiment dans l'actualité brûlante, je dirais. La question est et mon fou de bassan déposé lundi. Donc il y a visiblement quelqu'un qui vous a apporté un fou de bassan et qui aimerait avoir des nouvelles. Avec le nombre d'animaux qu'on accueille actuellement, et ça va être évidemment impossible d'identifier quel fou de bassan il s'agit, d'autant plus qu'on en a reçu plusieurs dans un délai très raccourci. Donc là, je vais pas pouvoir en dire plus. Merci. Bon, ça nous permet de voir qu'il y a des gens qui sont connectés, qui sont des gens très actifs, hein, qui visiblement ont ramené des animaux très récemment. On voit donc qu'on est en pleine actualité. Me concernant pour le parcours d'un animal en centre de soins, j'ai tout dit, donc on peut peut-être passer au suivant.
Donc, les missions du soigneur au quotidien, donc c'est essentiellement du nettoyage de structure. Les quelques personnes, les quelques bénévoles qui sont connectés pourraient très bien le confirmer, puisque c'est énorme. C'est une partie énorme et indispensable de ce métier, puisqu'évidemment, dès qu'il y a des animaux, bah, il y a des fientes, il y a des crottes qu'il faut nettoyer. Et puisqu'en plus, là, on est sur une structure de soins, évidemment, l'hygiène doit être irréprochable. Et ici, donc, on a la chance d'avoir des structures qui permettent un nettoyage quotidien facile et efficace. Donc, on en est très heureux. Mais effectivement, les bénévoles, les volontaires en service civique, enfin, voilà, savent que quand ils se lancent auprès de nous, c'est beaucoup pour du nettoyage. Voilà, donc il y a effectivement à côté de ça de la préparation de rations, parce que tous ces animaux, il faut évidemment les nourrir en fonction de de leur état, en fonction de leur espèce. Donc la préparation des rations, le nourrissage, notamment des juvéniles comme à cette saison, où il va falloir toutes les 2 heures, par exemple, nourrir tant d'animaux, donc tant de grives, tant de merles, tant d'étourneaux, etc. Donc ça, c'est une mission très fastidieuse, mais qui est essentielle pour relâcher tous ces jeunes animaux. Il y a effectivement le soin, donc beaucoup réservé aux personnes qui vont avoir l'expérience adéquate, évidemment. Donc ça va être des soins locaux, type infirmier, que l'on va pouvoir administrer. Donc, il y a la médiation faune sauvage, donc qui est essentiellement assurée grâce à une volontaire en service civique actuellement et par tout le reste de l'équipe d'ailleurs. Et aussi, on a l'occasion de faire de la médiation, de la sensibilisation quand les personnes nous amènent les animaux. Ça, c'est essentiel. Ça nous permet de donner des conseils, par exemple, sur de la prédation chat, voilà, d'expliquer pourquoi il ne fallait pas ramasser cet individu, qu'est-ce qui va se passer ensuite, etc. Donc ça, c'est aussi ce qu'on attend d'un soigneur en centre de soins. Et donc, effectivement, Romain l'a dit, il y a des missions complémentaires, notamment avec des programmes scientifiques. Donc, par exemple, le réseau national d'échouage. Nous, à ce titre, on va intervenir pour prendre des photos, des mesures. Dès qu'un mammifère marin est échoué sur un certain périmètre, en l'occurrence le nôtre, on se déplace pour faire récolter un maximum d'informations et les envoyer ensuite à Pélagis, l'observatoire Pélagis, spécialisé dans ce domaine. Et puis à côté de ça, on va travailler avec l'UPIPO, par exemple, pour les mouches plates, etc. Donc ça confirme la polyvalence et le côté essentiel d'un centre de soins. C'est aussi ça, c'est aussi des missions complémentaires scientifiques. Et je pense faut que je rajoute aussi qu'au niveau des soins, ça comprend le suivi des animaux. Les soigneurs, mais qu'ils soient bénévoles ou salariés ou quoi, on attend d'eux qu'ils puissent suivre l'animal, pouvoir dire là il a un comportement qui est anormal, ça va pas. Là, il a perdu du poids, il faut faire quelque chose. Cette fiente, cette crotte, elle est pas belle, il a toussé. Voilà, donc il y a quand même au-delà des tâches de nettoyage, de préparation des rations, il y a une vraie confiance, c'est quand même une responsabilité qu'on confie à ces personnes, quoi. Donc voilà pour les missions de soigneurs. Donc je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'accueil des oiseaux mazoutés, donc qu'on connaît bien maintenant. Donc là, vous voyez en photo, c'est le processus de lavage d'un oiseau. Donc évidemment, je peux que vous le dire de ne pas le faire chez vous. Ça doit être réservé à un personnel formé à ça, puisqu'il y a plein d'éléments, plein de précisions à maîtriser avant de laver. Et malheureusement, encore cette année, on a fait l'expérience, des personnes bien intentionnées ont voulu laver un oiseau, nous l'ont amené, l'animal ne survit pas. On ne peut pas relaver. Il ne survit pas, il décède. Donc, c'est un animal qui potentiellement aurait pu survivre ou au moins avoir un lavage en bonne et due forme, qui est mort précocement parce que mal fait. Donc, c'est essentiel. Donc là, vous le voyez, en étape 1, on prépare l'animal au lavage, notamment là,
au niveau des yeux pour éviter l'éclaboussure de savon. Et puis les photos 2-3, vous pouvez voir qu'on lave l'animal de manière très méthodique et minutieuse, et évidemment sans abîmer le plumage. Donc là encore, c'est des manipulations de professionnels, et c'est encore des techniques de professionnels que d'immobiliser un animal le temps de son lavage. Donc voilà ces quelques photos. Vous le voyez en photos 5 et 6, elles sont assez chocs ces photos. C'est le rinçage. C'est qu'évidemment, il faut laver pour enlever tous les hydrocarbures, mais il faut aussi rincer. Donc ce que vous ne voyez pas, c'est qu'avant un lavage, l'individu doit faire un certain poids, avoir un certain comportement pour être lavé. Et ce que vous ne voyez pas après la photo 6, c'est qu'évidemment, il y a ensuite du séchage et ensuite une mise en piscine dans une eau filtrée sous une surveillance plus que régulière pour pouvoir intervenir dès que nécessaire, c'est-à-dire sortir l'animal de l'eau s'il n'est pas étanche. C'est une mission qu'on peut répéter 2-3 fois, mais il faut savoir que à chaque lavage, l'animal s'affaiblit de plus en plus. Donc, idéalement, un animal est lavé qu'une fois. Donc, voilà pour cette étape de lavage des oiseaux mazoutés. Donc, évidemment, on en parle peut-être pas assez quand on présente notre métier, mais pourtant, c'est essentiel. C'est notre but, c'est le relâcher des animaux. Donc, évidemment, les bénévoles, les volontaires en service civique, tout le monde est invité à participer à ces relâchés-là, puisque ça arrive grâce à l'énergie de tout le monde. Donc, par exemple, sur votre gauche, vous avez le relâché d'un pluvier argenté. Une espèce assez compliquée en captivité due au stress on a réussi à relâcher 2 individus dans un laps de temps très rapproché. La colonne du milieu, c'est des guillemots qui ont été mazoutés avant d'arriver chez nous, puis lavés et maintenant relâchés. La photo, ensuite, la dernière colonne, c'est ma collègue qui est en train de relâcher un fou de bassin, donc directement au large sur la réserve des 7 îles. Et puis en dessous, vous avez évidemment les hérissons qu'on a le plaisir de relâcher aussi. Voilà pour ces photos. Et je passe donc le relais à Romain. Il n'y a pas de questions sur cette partie-là. Ouais, Oui, je crois qu'il faut qu'on avance parce que je vois l'heure qui tourne. Donc, on a quelques questions en réserve après ton intervention. Ça marche. Je vais essayer de conclure rapidement en évoquant d'abord ce qui fâche. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Notre activité, aujourd'hui, elle est aussi indispensable que précaire. Indispensable parce qu'on remplit une mission d'intérêt général. Ça, tout le monde s'accorde pour le dire. La faune sauvage en détresse, elle appartient à personne, elle appartient à tout le monde à la fois. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire aussi. Sauf que dans cette logique-là, tout le monde surfile la patate chaude. Donc, comme je le disais, il y a des associations comme la LPO, comme Volet de Piaf, comme tant d'autres qui font ce qu'elles peuvent avec souvent peu de moyens. Et pourtant, donc, l'activité augmente parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés dans le contexte actuel qu'on connaît d'érosion de la biodiversité. On en parle malgré tout de plus en plus de ces problématiques. Des causes anthropiques, de l'activité humaine et ses impacts sur la biodiversité, sur les milieux naturels, le réchauffement climatique, etc. Donc les gens sont de plus en plus sensibilisés à la question. Comme on le disait, vont avoir tendance des fois à ramasser tout et n'importe quoi en pensant bien faire. Donc il y a un gros travail derrière de sensibilisation, de médiation, de rappel des bonnes pratiques. Malgré tout, l'activité augmente. Les charges donc augmentent parce que ça veut dire de plus en plus d'animaux à gérer, à nourrir, à s'occuper. Donc il faudrait toujours plus de personnel. Donc toujours plus de moyens, sauf que de moyens, on en manque, et en particulier d'aide financière publique. On a énormément de gens qui nous contactent, qui, pensant qu'on remplit cette mission d'intérêt général, on pense qu'on est soutenu par les pouvoirs publics, beaucoup plus qu'on ne l'est en réalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un centre de soins comme le nôtre à l'île Grande, sur le budget du centre de soins qui est entre 100 et 130 000 euros à peu près, on a une subvention publique de l'ADREAL qui est de 8 000 euros. Et on s'estime déjà chanceux parce que ce n'est pas le cas de tous les centres de soins. C'est-à-dire qu'après, la région ne nous aide pas du tout, le département et l'agglo aident sur des problématiques d'animation, etc., mais pas sur le côté faune sauvage en détresse.
Tout ça fait, on en a parlé tout à l'heure, qu'on manque de personnel formé, et notamment de vétérinaires. Alors après, on a énormément de gens qui sont là pour nous aider, et on les remercie encore une fois. Ça ne remplace pas, comme le disait Élise, des professionnels, un suivi des soins assuré par des soigneurs qui soient là 5 jours sur 7 et pas 3 jours sur 7. Donc voilà, comme je le disais, c'est faire plus avec moins aujourd'hui, et c'est pas idéal. Heureusement qu'on a quand même des solutions qui se profilent. Là, ça va être l'occasion de remercier, il y en a quelques-uns là, qui sont connectés, nos confrères de la LPO Bretagne. Alors, on ne l'a pas dit au début de la présentation, mais donc c'est pas très clair, c'est pour ça que j'en parle pas forcément. Mais la station LPO est une structure de la LPO France. Même si on est ancré en Bretagne, on appartient toujours, enfin, on dépend de la LPO France, donc le siège est à Rochefort, enfin voilà, en Charente-Maritime. Mais on a des collègues de la LPO Bretagne, qui est, comme le réseau Centre de soins faune sauvage dont je parlais tout à l'heure, aussi une structure toute récente, toute jeune. Et les collègues de la LPO Bretagne ont réussi à obtenir de la région une enveloppe qui a financé une étude qui s'est tenue là sur les 9 derniers mois à peu près, et qui a permis de dresser un état des lieux en rencontrant les centres de soins bretons, alors généralistes ou les petites structures dont on parlait tout à l'heure, des petits centres de soins qui font que du chiroptère, enfin des chauves-souris, ou que du hérisson par exemple, en rencontrant une partie des bénévoles rapatrieurs pour connaître leurs problématiques dans le rapatriement de la faune sauvage en détresse, en rencontrant les vétérinaires partenaires pour leur demander qu'est-ce qui vous aiderait aujourd'hui pour aider les centres de soins, pour aider la faune sauvage en détresse, en rencontrant les fameuses DDPP dont on parlait tout à l'heure aussi, pour confronter un peu les pouvoirs publics des fois à leurs contradictions, et puis à recueillir leur avis aussi. Et du coup, on a d'abord eu un état des lieux qui a été dressé, donc très factuel, et dans la deuxième phase de l'étude, des préconisations qui nous ont été présentées le 30 avril dernier, donc c'est tout frais, hein, là aussi on touche à l'actualité. Et donc, en gros, ressort sans surprise ces recommandations que j'ai listées là de façon synthétique. Ce qu'il nous faudrait, et c'est le cas, je pense, dans beaucoup de régions, c'est un service régional mutualisé pour la faune sauvage en détresse, c'est-à-dire une plateforme téléphonique, mail, etc., avec derrière des gens qui soient là pour répondre 7 sur 7, peut-être pas 24 sur 24, mais en tout cas, voilà, quotidiennement, pour organiser toute la médiation faune sauvage, donc sensibiliser les gens aux bonnes pratiques, ce qu'on disait tout à l'heure, éviter le dénichage, le ramassage des jeunes quand il n'est pas utile, etc., coordonner les rapatriements à l'échelle de la région, pour ensuite dispatcher dans les différents centres de soins telle ou telle espèce, en fonction des structures, en fonction des capacités, comme l'évoquait tout à l'heure Élise. Coordonner également le réseau des vétérinaires partenaires, parce qu'aujourd'hui, même si on se parle beaucoup et qu'on fait énormément de choses, qu'on essaye de créer une synergie entre structures, des fois on fait aussi un peu les choses dans notre coin et on ne met pas forcément tout en commun. Donc ce service serait hyper utile pour ça. Ce qu'il nous faudrait également, c'est une gestion territorialisée avec au moins un centre de soins généraliste par département, plus les petites structures intermédiaires. Il y avait, il y a peu de temps encore, 2 centres de soins généralistes en Bretagne. C'était nous et Volet de Piaf, sachant que Volet de Piaf était plus généraliste que nous puisqu'il accueillait quasi tout. Nous, on était un peu plus restrictifs. On n'est pas dans les mêmes départements avec, voilà, on en a parlé tout à l'heure, forcément les mêmes autorisations. Aujourd'hui, Volet de Piaf est fermé temporairement. Il y a quelques accueils au compte-gouttes, mais voilà, c'est plus significatif par rapport à ce que c'était avant. Et de toute façon, il n'y a pas de centre de soins dans le Finistère. Il y a Océanopolis, mais qui est très centré sur le phoque. Enfin voilà, donc ce qu'il nous faudrait, c'est des centres de soins généralistes, un par département, pour fonctionner plus sereinement. Je ne l'ai pas dit aussi, mais dans le service régional mutualisé, il y aurait une partie des missions qui serait dédiée à la recherche de financement, etc., pour nous dégager du temps, nous, pour le soin. Ensuite, des équipements adaptés, donc notamment les bases de données qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui dans toutes les structures. Donc, c'est difficile de recouper les infos, d'avoir des statistiques parce que tout le monde n'utilise pas le même système, etc. C'est difficile lors des transferts aussi, notamment d'animaux, pour assurer une bonne traçabilité de l'individu. Des locaux adaptés, du matériel adapté. Donc, nous, on a vraiment eu la chance d'avoir la Fondation NJ et la Fondation Le Marchand, là, nos 2 mécènes qui nous ont soutenus pour rénover nos structures. Mais voilà, on est sur du mécénat privé, quoi. Donc, on n'est pas sur des soutiens publics et on n'est pas sur des soutiens pérennes non plus. On est sur de l'investissement, c'est un one-shot. On va une fois toucher une grosse enveloppe, pouvoir faire des travaux de rénovation et après, si je puis m'exprimer ainsi, il faut serrer les fesses pour que ça tienne le plus longtemps possible parce qu'on ne sait pas si on aura à nouveau de l'argent pour rénover, si quelque chose montre des signes de faiblesse. Ce qu'il nous faudrait également, c'est des formations adaptées.
et des formations partagées par tous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui sont à mettre en commun. Alors, Élise en parlait, encore une fois, il y a des échanges de protocoles, il y a un réseau qui est heureusement très bienveillant et qui travaille en bonne intelligence, qui se donne les bonnes infos, les bonnes combines, voilà. Mais il y a un manque, on va dire, de professionnalisation de l'activité à grande échelle, même si on est déjà des professionnels, mais voilà, il y aurait un besoin de faire mieux, de faire de façon partagée, uniformisée, voilà, pour gagner encore en efficacité. Et puis, ça va de pair, hein, le fonctionnement aussi institutionnel harmonisé. On y tend là, pardon. Suite à cette étude, on a vu que les DDPP étaient capables de se réunir à 4 pour donner un compte-rendu à la LPO Bretagne dans le cadre de l'étude. Et on espère que ça va continuer lors de la présentation des préconisations. On a déjà abordé la question, voilà, de futures réunions avec les DDPP et les centres de soins, donc maintenir du lien, se parler plus régulièrement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui permettrait de pas mettre des grains de sable dans les rouages, au contraire, les faire aller bien mieux et faciliter l'activité au quotidien. Donc voilà, les solutions aujourd'hui, on les connaît. Maintenant, reste à espérer que derrière, il y ait des actes et qu'on arrive à faire prendre conscience vraiment politique aux élus, etc., de l'importance de cette question. Parce que le grand public, on le sait, il est acquis à la cause, mais aujourd'hui, le soin à la faune sauvage, c'est peu de choses, vraiment, aux yeux des pouvoirs publics. Et c'est porté de façon très autonome par les acteurs qui font ce qu'ils peuvent, hein, je le redis encore une fois. Mais il y a des solutions envisagées, par exemple, avec des toutes petites participations par habitant. Au niveau des communes, des 10 centimes, des 30 centimes, mine de rien, on arriverait vite à des aides assez importantes. Si en plus de ça, on arrive à avoir quelques enveloppes, alors on parle de centaines de milliers d'euros, ça peut être des chiffres qui font peur, mais à l'échelle d'une région ou d'un département, c'est somme toute assez peu, hein, à l'échelle d'un tel budget départemental ou régional. Et derrière, on aurait vraiment des structures qui pourraient tourner sereinement, efficacement et se concentrer vraiment à leur mission première, qui sont le soin à la faune sauvage et la sensibilisation du public, cette fameuse médiation dont on parle tout le temps pour améliorer la cohabitation de l'homme et de la faune sauvage. Et ce sera le mot de la fin en ce qui me concerne.